Bienvenue à ce nouveau segment. La semaine dernière, on a donné une conférence auprès des équipes managériales de Decathlon, donc de directeurs de magasins, et ils m'ont posé toute une flopée de questions autour du management, de l'engagement, du recrutement. Bon, ça partait un peu dans tous les sens. Donc Léa, combien de questions as-tu retenu? On en a retenu 6. D'accord. 6 principales questions. D'accord, donc ça te paraissait être les questions les plus précises. Les plus importantes, les plus relevées, et puis avec le plus d'objectifs en termes managériels pour les équipes de Decathlon. Ok, très bien. Bon bah écoute, shoot, donne-moi la première, on va voir ce qui se passe. Donc la première, c'est comment attirer les meilleurs en 2017. Ah bah ça c'est facile, déjà on arrête de chercher les meilleurs, parce que les meilleurs ça veut rien dire. On cherche toujours, quand on cherche des candidats, on cherche toujours ceux qui sont le plus en phase avec ses talents et bien sûr avec son contexte. Donc les talents, je ne vais pas vous refaire le délire autour de ça, ça fait une trentaine d'années que c'est à la mode, il y a 5 ans, pas mal de consultants sont revenus là-dessus avec des idées, bon bref, ce sera peut-être pour une autre fois. Maintenant c'est le contexte. Le contexte est également hyper important. Le contexte de votre entreprise, il est très simple. Est-ce que vous êtes en période de développement ou au contraire en train de vous rétracter, et donc est-ce que le commercial est plus important que les RH? Est-ce que vos RH dépendent du DAF ou dépendent du dirigeant? Est-ce que vous êtes plutôt sur de la création de postes ou plutôt dans une grande entreprise dans laquelle vous avez des postes déjà bien rangés avec des fiches de fonction bien précises? Donc tout ça, c'est le contexte. Maintenant, il n'y a pas 36 moyens pour attirer des personnes. Déjà, on oublie la marque d'employeur. La marque d'employeur n'attire pas, à la rigueur, elle rassure. Même si moi, personnellement, pour mes entreprises, j'ai toujours utilisé cette idée de marque d'employeur pour me challenger moi-même plutôt que comme un visa ou un label quelconque qui rassure qui que ce soit. Et bien sûr, on évite également, pour attirer des candidats intéressants et intéressés, on évite d'utiliser ces foutues photos achetées sur iStock Photo, notamment faites par Yaris Marcus, qui est les photos qu'on voit partout chez Monoprix ou sur les sites de différentes entreprises que je ne vous citerai pas, et qui en tout cas ne montrent qu'une seule chose: que vous n'êtes pas authentique. Et c'est là le vrai sujet. Le vrai sujet, il est là, c'est tout simple. C'est d'un côté l'authenticité. Voilà, qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est l'aventure humaine qu'il y a derrière, à quoi va ressembler le manager ou le recruteur que je vais rencontrer, moi candidat, en premier contact avec votre entreprise. Est-ce qu'il y a sa photo quelque part sur le site, ou est-ce que c'est c'est juste une photo, comme je vous disais, avec une cravate et quelqu'un au téléphone. Voilà, pour ça que tu sais, les Léa, ça c'est quelque chose que je sais pas, peut-être plus tard tu seras amené à manager. Je conseille toujours aux entreprises de faire confiance à leurs équipes pour recruter. Parce que le meilleur moyen de communiquer cette authenticité, c'est évidemment que les équipes rencontrent les candidats ou le candidat qui a peut-être fait la shortlist à la fin. Parce que il faut faire confiance, enfin, c'est la base de la responsabilisation. Vos équipes vont pas recruter des tocards, elles vont pas vouloir recruter un boulet qui va les emmerder. Il faut être sérieux. Ils savent cerner les personnes dont ils ont besoin pour améliorer leur équipe. Bah oui, ça me paraît évident, tout à fait. Donc l'intégration de l'équipe au recrutement. T'as bien écouté, bien joué, tout à fait. Donc ensuite, attends, c'est pas fini, t'emballes pas. C'est vrai que mes réponses sont un peu longues. La seconde chose, évidemment, c'est l'opportunité. Donc c'est d'un côté authenticité, je vous présente qui je suis, et de l'autre côté, c'est vraiment la question d'opportunité. Qu'est-ce que moi, entreprise, je propose à ceux qui vont venir et éventuellement me rejoindre? Qu'est-ce que je vous propose en termes de parcours, d'offres, de style de management, etc., etc. Bref, de nouveau, ce que je propose doit être réel, doit être proche. Je ne vous propose pas un parcours à 10 ans. Non, qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? Ça doit être clair, limpide. Ça doit être facile à l'identifier sur votre site et ça doit être facile de le comprendre lorsque l'on sera en entretien avec vous. Une dernière chose, juste pour en conclure avec cette question, voilà, comment attirer les meilleurs. N'oubliez jamais que les personnes qui rejoignent une entreprise ne restent jamais pour les mêmes raisons que pour lesquelles elles sont venues. Ça change tout le temps. Donc n'ayez pas peur d'attirer des personnes sur des choses qui ne sont peut-être pas de toute façon réalisables ou réelles ou concrètes dans le long terme. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que quelqu'un va dans une entreprise pour d'autres raisons qu'elle va y rester par la suite. Voilà.
voilà, avant qu'il y ait un blanc. Léa, question d'après, là on est bon, à toi de jouer. Donc du coup, la deuxième préoccupation, c'est comment conserver ses talents. Alors ça, c'est la grande question du moment. Voilà, vous avez un collaborateur extraordinaire qui arrive avant vous, qui ne se trompe jamais, qui est motivé, qui est curieux, qui est proche du client, etc. Donc forcément, on veut le garder. Maintenant, attention à ne pas vous tromper de sujet. Le sujet n'est pas la fidélisation. Je ne sais pas si tu as vu traîner ce mot-là, c'est un mot qui commence à être un peu dépassé, je pense. On voit surtout ça du côté consommateur, mais après, côté professionnel et salariat, je ne sais pas ce qu'il en est. Oui, tout à fait. Pendant des années, on parlait beaucoup de fidélisation des salariés. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Tu gardes ça pour toi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on parle de fidélisation, on a l'impression que tous les moyens sont bons pour garder un collaborateur, y compris lui faire une promesse qu'on ne va pas tenir sur son évolution, lui proposer un salaire confortable, voilà, tout ce qui est t'inquiète pas, je gère pour ton avenir, reste, tu vas voir, ça va être intéressant. Non, ça c'est complètement dépassé. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus un problème de fidéliser, de garder les collaborateurs, parce que de toute façon, le vrai sujet, c'est que c'est un peu comme la vie, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Donc le vrai sujet, c'est comment faire pour garder, engager les personnes qui sont là. Comment est-ce qu'on les garde engagés, donc impliqués et comme les disent les Anglais, involved dans leur travail. En fait, il n'y a pas 36 règles. Je pense qu'il y a 2 choses que les managers doivent faire pour ça. Donc toujours dans l'idée de conserver les talents. Les 2 choses à faire. La première, on ne fait pas fuir. 50% des raisons du départ de quelqu'un, c'est à cause du manager. C'est à cause d'une relation managériale. C'est parce que le manager a menti, n'a pas été exemplaire, a fait une erreur, etc., etc. Donc la première chose, je serais votre DRH ou responsable de formation. La première chose qui m'intéresserait, moi, ce serait de réfléchir avec vous à quelles sont vos erreurs, sur vos revers, votre revers ou votre coup droit. La seconde chose, évidemment, c'est de réfléchir à quelque chose qui est tout simple, qui est tellement simple que là, c'est bête à pleurer, c'est d'arrêter de parler de motivation. Le manager ne motive rien. Le manager, à tout ce qu'on a pu vous apprendre sur les techniques de motivation, c'est du bullshit. Je pense vraiment que c'est ridicule. Par contre, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le rôle du manager, notamment, c'est de créer un bon environnement. L'environnement dans le travail dans lequel c'est facile pour ses collaborateurs de travailler, de communiquer, de collaborer, de donner ses idées, de sortir de l'entreprise pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Bref, c'est ce que les Américains commencent à appeler l'enablement. De enable. Enable voulant dire 2 choses complémentaires, qui est d'autoriser, donc de donner un espace de jeu dans lequel on peut s'amuser, et en même temps de protéger. Donc le rôle du chef, là, donc pour le coup, ça va être d'autoriser de prendre des initiatives, de prendre des risques, mais également de protéger si jamais ça tourne mal. Voilà, je pense que là on a fait le tour, après ça va commencer à être un peu long cette vidéo. Donc ensuite, la 3e préoccupation, ce sont les leviers d'épanouissement en entreprise. On parle beaucoup de QVT, est-ce que ça a un rapport et qu'est-ce qui est relié? Alors, les leviers d'épanouissement, donc la question d'avant, ça tombe bien, je ne sais pas si tu as fait exprès, mais ça s'enchaîne pas mal. Je vous disais que la motivation est morte. Effectivement, la motivation est morte, par contre, on commence de plus en plus à parler effectivement d'épanouissement et de qualité de vie au travail. Pour moi, et pas que pour moi, d'ailleurs, il y a 4 leviers d'épanouissement. C'est les 4 leviers que j'ai toujours utilisés. Ça fait 15 ans que je dirige les entreprises, et c'est les 4 leviers, pour l'instant, j'en ai pas trouvé 5. Vous en trouvez 5, vous laissez un commentaire, je serais curieux de le connaître. Le premier, évidemment, c'est l'expertise. Donc l'expertise, c'est ce que Dan Pink, je crois, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Drive, appelle Mastery, si j'ai compris le concept de Drive. Moi, ce que veut dire expertise, c'est-à-dire que selon moi, les gens auxquels on va donner des éléments alors ça peut être des éléments qui répondent à leurs attentes, donc des éléments de formation, des éléments de récompense ou de reconnaissance financière, des éléments de responsabilité, etc. Donc tout ce qui correspond à l'envie de quelqu'un de prendre en expertise. Ça, c'est la première chose. C'est l'expertise, finalement, le levier. Donc, identifier des gens qui sont capables, qui veulent apprendre et se développer. La seconde chose, évidemment, c'est le sens. Alors ça, le sens, c'est un truc à la mode depuis 15 ans. On en parle dans tous les sens. Tous les ans, ça revient. Le sens, le sens. Attention, cependant, le sens ne va jamais seul. Le sens s'accompagne toujours
maintenant, en tout cas, avec la reliance. Donc d'un côté, on a le sens, donc quelle est ma situation actuelle, qu'est-ce que ça veut dire que je sois là aujourd'hui, et où est-ce que je vais, et avec qui je vais aller, et vers où je vais aller demain, ça c'est le sens, doit également s'accompagner de avec quelle connexion et avec qui sera dans mon écosystème, qui sera mon équipe, qui sera mon chef, comment je vais fonctionner avec lui. Donc hyper important, le sens et la reliance. Donc ça c'est le deuxième. Je recommence, l'expertise, ok, le sens. Maintenant il en reste deux qui sont de plus en plus importants. Le premier c'est l'autonomie. Donc, le troisième pardon c'est l'autonomie. Alors en fait l'autonomie se base sur la confiance. C'est la capacité que vous en tant que manager vous avez de laisser vos collaborateurs prendre des risques, parler à des gens, alors, des clients, auxquels normalement si vous aviez été à sa place il y a 10 ans vous n'auriez pas eu accès. Vous auriez dû attendre plusieurs mois, plusieurs années avant. Là, l'idée, c'est que non, vous mettez en situation, et de nouveau, la question tout à l'heure, hein, l'enablement, hein, j'autorise, je protège en même temps. Et le quatrième, donc je recommence, j'essaye de faire un destin un petit peu didactique. Après l'expertise, après le sens et après l'autonomie, le dernier, c'est bien sûr la relation. Et là, la relation, c'est la capacité de favoriser, et là, pour le coup, l'émotion et l'amitié sur le lieu de travail ne sont plus des gros mots, ne sont plus des choses, attention, on n'y touche pas. On sait que désormais, la relation joue un rôle hyper important dans la volonté de s'engager, la volonté de rester dans une entreprise. Hyper important. Voilà, j'ai parlé de l'autonomie déjà. J'en ai parlé, je ne sais plus dans quel... Ok, j'en ai déjà parlé. Ok, très bien. Voilà, donc, question suivante. Donc ensuite, on parle beaucoup un peu du rôle du manager au sein d'une entreprise. Et en 2017, qu'est-ce qu'un manager ? Qu'est-ce qu'un manager ? C'est-à-dire quel est le rôle du manager ? Le rôle du manager. La question que j'aime pas. Encore une question, ça va mettre 2 heures à y répondre. On va mettre 2 heures. En fait, le rôle du manager est compliqué aujourd'hui parce qu'il n'est plus fixe. C'est plus une description de fonction. C'est plus le chef doit faire ceci, cela, cela, cela. Le manager doit avoir telle ou telle responsabilité, etc. Aujourd'hui, un manager, il doit être capable de gérer la compétence individuelle ou le questionnement individuel, les inquiétudes individuelles, avec la création d'un collectif. Alors, donc, de nouveau, lien avec la relation de tout à l'heure. Ensuite, il doit être capable d'éteindre les incendies quotidiens, hein, tous les problèmes qui lui arrivent au fur et à mesure, qui n'étaient pas prévus quand il est arrivé le matin. Et pourtant, en même temps, il doit s'assurer du long terme. Il doit penser à ce qui va se passer dans 1 mois, 6 mois, 1 an. Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais il doit gérer le long terme. Je te passe sur le grand classique qui est « il doit faire plus avec moins ». Donc ça, c'est super classique depuis des années. Bon, sauf qu'en 2017, il faut faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Donc ça, c'est encore un autre délire. Et enfin, un autre, alors il y en aurait d'autres, mais celui qui me vient à l'esprit maintenant, c'est le fait qu'il doit s'assurer que son équipe soit de plus en plus performante, tout en étant de moins en moins stressé. QVT dont tu parlais tout à l'heure. Alors là, le stress, aujourd'hui, c'est l'épée de Damoclès autour du manager. Je vois des managers qui commencent à être notés là-dessus. Moi, je sais que j'avais mes managers, surtout les plus jeunes, parce que j'avais pas mal de managers autour de 24, 26 ans. Ouais. En fait, j'avais un test de niveau, de cette espèce de mood survey, dans lequel ils n'étaient pas notés, mais dans lequel je les rencontrais au moins une fois tous les 2-3 mois pour discuter de ce niveau de stress ou d'ambiance qu'il y avait dans leur équipe, pour mettre les choses au clair. Surtout quand ça décrochait. D'où la question qui revient assez fréquemment en ce moment, le burn-out, est-ce que ça doit devenir une maladie du travail ? Est-ce que c'est le manager qui est censé gérer un petit peu tout ça ? Ouais, voilà, tout à fait. Absolument pas. Parce que, en fait, le truc, c'est que il y a de plus en plus de managers qui sont en burn-out eux-mêmes. Donc, c'est pas le manager qui gère. Le manager doit déjà régler son propre burn-out lui-même. Et en fait, cette notion de stress, ça commence par le haut. Donc de toute façon, ça dépend de la culture, des valeurs et de la pression qui est mise par le haut et qui se ressent vers le bas. Et voilà, à mon avis, il y a 2 niveaux de burn-out. D'ailleurs, c'est l'Observatoire du travail qui l'avait dit il y a 3-4 ans, qui s'était aperçu qu'il y avait 50% du stress qui provenait de la conscience professionnelle des collaborateurs qui eux-mêmes trouvaient que le travail réalisé, effectué, n'était pas au même niveau que leur conscience professionnelle.
Donc en fait, c'est une notion transmissible. Ouais, un peu ça, c'est un peu l'idée. Et qu'en fait, donc en réalité, il faut s'intéresser. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 niveaux de stress. Il y a le stress qui est transmis par une pression qui vient du haut, à laquelle on ne sait plus quoi faire au bout d'un moment. Et il y a une donc qui est très négative là pour le coup. Et il y a un stress qui est personnel. Donc le stress personnel, normalement, on en parle à des coachs, on en parle à des consultants, on en parle à sa RH. Normalement, on doit être capable de l'évacuer. Parce que c'est toujours un petit peu positif quand même d'avoir un petit stress en disant tiens, j'aurais pu faire mieux. C'est quand même pas mal. Moi, en tout cas, en tant que patron, c'est des personnes comme ça que j'attends. Maintenant, c'est au niveau, quand le stress devient organisationnel, devient structurel, que là, on a un problème. Et en France, on a surtout un problème de stress structurel. Là, bon, heureusement, maintenant, les signaux d'alarme ont été tirés, les choses évoluent. Bon, bref, pour revenir quand même au rôle du manager par rapport à ça, même si je disais qu'aujourd'hui, le manager, ça va être le roi du surf et de l'ambiguïté, qu'est-ce que je pourrais dire pour les 3 je regarde la fenêtre qui va peut-être me... je dirais... Alors en fait, je vais utiliser les questions d'avant. Première chose, ce serait évidemment le manager qui doit favoriser la collaboration. Le manager qui doit favoriser la responsabilisation. Donc la collaboration, c'est le manager qui doit aider le collaborateur à travailler avec d'autres personnes dans son équipe et en dehors de son équipe. Parce que, voilà, je ne vais pas reciter une maxime à la con, mais en étant à plusieurs, c'est plus facile. Et donc pour laisser ses collaborateurs collaborer, d'ailleurs c'est pour ça le nom est dedans, je viens de le réaliser, collaborateurs collaborer, les managers doivent être capables de laisser de l'autonomie et de la responsabilisation, et on y revient. Donc il doit faire confiance. Voilà, donc ça c'est une chose. Rôle du manager, faire confiance. Voilà, je pense qu'on en est là. Faciliter les relations, qui vont évidemment autoriser la collaboration. Donc ça va être au manager peut-être de prendre par la main le nouveau ou un collaborateur et le présenter au manager d'un autre département ou d'un autre collaborateur. Mais pour ça, ça veut dire que les structures doivent être un petit peu, on va dire pas être étanches en tout cas. Doivent permettre aux collaborateurs de se bouger dans l'organisation à son gré. Et le dernier, alors ça celui-là, le dernier qui me vient à l'esprit, peut-être qu'il y en aura un autre, mais voilà, le dernier à mon avis, c'est que le manager doit rester dans cette ambiguïté, doit rester ouvert, alors au changement ça ne veut rien dire, mais rester ouvert à la nouveauté. Il doit être capable de comprendre que, notamment par rapport aux personnes qu'il reçoit en entretien pour un recrutement, que les attentes évoluent, qu'on n'a plus la même vision et attente d'une entreprise qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans. Il doit savoir percevoir les possibilités ? Non, il doit savoir que ce que les candidats veulent de sa boîte, c'est pas forcément ce que lui voulait quand il a été à la place d'un candidat. Donc peut-être qu'il y a 10 ans, les candidats voulaient des 35 heures. Peut-être qu'il y a 5 ans, les candidats voulaient surtout un poste pour se former et se mettre à l'abri parce que c'était la crise. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens veulent un candidat, ou je sais pas, pour la marque de la boîte, ce qui est pas bon. À mon avis, c'est pas bon du tout. Mais prenons un autre exemple, parce que ça, normalement, c'est les gens qui sont là pour ce que j'appelle les chasseurs de timbres. Il faut les identifier rapidement et pas les faire rentrer. Non, ou quelqu'un qui cherche, je sais pas, en 2017, on peut être motivé par de la formation et se challenger soi-même et trouver ses limites. Voilà, par exemple. De soi. Voilà, admettons. Voilà. D'autres questions ? Donc du coup, oui, y a aussi, on entend beaucoup parler au sein des entreprises de la notion d'appartenance du salarié à son entreprise. D'accord, ok. Donc comment développer cette notion justement d'appartenance ? Alors ça c'est chaud parce que donc, l'appartenance c'est le fait que son identité soit similaire à l'identité d'une communauté à laquelle on part, avec laquelle rattacher. Voilà, exactement. Donc là c'est pas une communauté, c'est uniquement des centres d'intérêt en commun. Là l'appartenance c'est mon identité. Je suis en fait, c'est-à-dire que là si on parle à Decathlon, je viens de réaliser que j'étais Decathlon avant de connaître Decathlon. Et que j'ai les valeurs liées au sport, j'ai l'envie de progresser, de m'améliorer, liées au sport, un peu comme le sport. Donc vraiment, Decathlon, c'est moi finalement. Et donc ce sentiment d'appartenance, je sais pas, je pense que c'est une question de on l'a ou on l'a pas. Et je pense que ça va être quelque chose, alors ça va mettre de la pression évidemment au niveau du recruteur, au niveau du RH, parce que je pense que déjà c'est un vrai sujet concernant le recrutement. Comment est-ce que on identifie que les valeurs
et l'identité, finalement, la personnalité du candidat est alignée, en phase avec les valeurs et la personnalité de l'entreprise. Ça, c'est une chose. Donc pour ça, il faut déjà connaître exactement quelle est l'identité de votre entreprise. Exactement, l'ADN de la marque. Ouais, l'ADN de votre entreprise. Ok. Ouais, la marque, c'est encore autre chose. Et donc toujours avec l'idée que si tu cherches à développer l'appartenance avec quelqu'un, il faut dégager les chasseurs de timbres et les collectionneurs de visas. Chasseurs de timbres, ils sont uniquement là pour ta marque, et les chasseurs de visas, ils sont uniquement là parce que chez toi c'est super connu et que c'est une super école de vente, de marketing, que sais-je. Donc, ils sont déjà là dans l'idée qu'ils vont rester entre 1 an et 3 ans en gros. Donc ça peut être très bien, peut-être que vous cherchez ce genre de personnes, et je sais que vous n'avez pas le choix de toute façon si vous bossez dans l'informatique ou dans la com, donc tout va bien. Mais quand on s'appelle Decathlon et qu'on vise un certain niveau de connaissance par rapport au sport, je ne suis pas sûr que c'est la bonne idée. Autre chose, évidemment pour l'application et pour l'appartenance, c'est que là on touche au nœud du sujet qui n'est pas le management, c'est l'intégration. Le vrai sujet en France aujourd'hui, c'est l'intégration. Comment est-ce que je fais en 2017 pour m'assurer qu'une fois que j'ai identifié les personnes qui sont alignées avec mon fonctionnement, mon ADN, etc., comment est-ce que je fais pour une espèce d'adaptateur entre le monde extérieur et le monde intérieur, donc, où je vais commencer à travailler avec des gens qui sont là peut-être depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Okay. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette phase d'adaptation qu'on appelle le onboarding ou l'intégration? Voilà. Le vrai sujet, il est là. Et comment est-ce que j'infuse, comment est-ce que je transmets auprès de ces nouveaux l'aventure humaine qui est issue de mon entreprise. Les obstacles qu'on a rencontrés, les gens qui ont décidé de travailler ensemble, etc. Tout le côté humain doit être là-dedans. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans ce que c'est que l'intégration, je suis sûr qu'on en aura l'occasion. Et ensuite, parce qu'il y a un ensuite, donc recrutement, intégration, évidemment ensuite troisième, il y a un moment ou un autre, on se retrouve face au manager, et là c'est une vraie réflexion auprès du management qui n'a pas du tout été formé pour ça, qui n'est pas formé pour ça, qui ne connaît même pas les thèmes. On ne peut pas travailler sur l'engagement en direct, c'est comme le sens, il faut passer sur le côté, il faut faire un effet de rebond, et pour travailler sur l'appartenance avec un effet de rebond, qu'on est un manager opérationnel, on travaille sur l'implication, on travaille sur l'engagement. Et tout est bouclé. Donc l'implication, c'est toi par rapport à ton travail. Est-ce que ton travail te passionne? Est-ce que ton travail te donne envie? Donc toi, Léa, 22 ans, actuellement en stage, est-ce qu'il te donne envie de creuser, d'aller de plus en plus loin et de te dire « je suis sûr que je peux encore apprendre davantage ». C'est une chose. La seconde chose, c'est l'engagement. L'engagement, c'est pas seulement par rapport au travail, c'est par rapport à l'entreprise. Est-ce que l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui pour quelques mois, elle te donne envie, alors que tu n'étais pas du tout prévu pour toi de travailler sur le management et les RH et l'innovation, est-ce qu'elle te donne envie finalement de peut-être dévier un petit peu la trajectoire que tu avais prévue que tu aurais avant de faire ce stage pour t'intéresser au sujet lié à ce que tu es en train de découvrir avec glucose et trandémique. Voilà. D'accord. C'est une réflexion profonde à double face. Exactement. J'aime bien comment tu traduis ça. Ouais, très bien. Donc du coup, pour boucler la boucle, est-ce que selon toi, il faut faire une mise à jour du management? Est-ce qu'il est très bien comme il est? Non, il est très bien comme il est, je ne changeais rien. Oui, évidemment, c'est une question un petit peu logique, qu'il y a une vraie mise à jour à faire. Alors, pas une mise à jour, parler anglais, parce que l'anglais est plus précis, il y a pratiquement 2 fois plus de mots en anglais qu'en français. En anglais, il faut faire un upgrade, pas un update. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer de la version 10.3.2 à 10.3.3, il faut passer à la version 11. C'est là où on en est aujourd'hui. Parce qu'il faut sortir de l'idée actuelle que le management, c'est une technologie. C'est une technologie qu'on met à jour, on la met à jour parce que finalement, le management est une technologie. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble d'outils et de méthodes qui permettent de résoudre un problème et qui permettent d'aller de l'avant et d'inventer, d'innover, etc. Moi, à mon avis, il faut sortir de ce schéma-là parce que déjà, le management n'est pas une technologie. Il faut arrêter, c'est terminé ce temps-là. Aujourd'hui, le management, c'est une vraie science humaine. C'est vraiment la base de tout le fonctionnement d'une entreprise, de ses relations humaines, de sa collaboration, du niveau de confiance que l'on va créer dans ses collaborateurs qui vont ensuite se répercuter sur les clients, etc. etc.
Donc là, je réponds à une évidence. Donc oui, il faut vraiment changer de modèle par rapport au management, mais je ne vais pas donner trop de pistes parce que toutes les pistes sont dans ce que je viens de dire avant, et je pense que cette question mériterait une vidéo de 2 heures. Ok ? D'accord, très bien. Bon, allez, on retourne au boulot. D'autres questions ? Ok, bon, on est bon. Donc j'espère que le segment vous plaît. Désolé si je regarde la petite caméra qui est à côté pour voir si tout va bien. Je vous propose, si vous avez des questions, des commentaires, vous les laissez en dessous et surtout vos questions, parce que ce qui permettrait de faire un autre segment sur votre question, sachant que nous sommes au château de Romainville, je ne sais plus où, dans la campagne pour Thalès la semaine prochaine. Donc je pense qu'on va recollecter d'autres questions. Et n'oubliez pas d'aller sur la chaîne donc YouTube No One is in Event, sur mon profil Benjamin Chaminade, donc ma page Benjamin Chaminade sur Facebook, merci Léa, et bien sûr Twitter Benchaminade pour poser vos questions. Envoyez-moi un DM, j'aime bien avoir des DM avec des questions, même si la question est mal construite, même si voilà, parce que ça me permet d'avoir du contenu pour la suite. Et je vous dis à bientôt, merci, à suivre.